Alors, ce livre, j'ai commencé à l'écrire il y a plus d'une dizaine d'années, en fait, quand j'ai rédigé ma thèse qui portait sur les quartiers populaires et leur transformation, donc une cité HLM, et sa transformation dans le contexte de la politique de rénovation urbaine. Donc j'ai dû lire tout un tas de travaux sur les cités, et avec beaucoup de débats, notamment autour de la notion de ghetto en sociologie. Cette notion de ghetto, elle est aussi importante dans les politiques publiques, puisque c'est elle qui sert de grille de lecture pour penser ce qu'on appelle le problème des banlieues. Et la politique que j'étudiais, son mot d'ordre, c'était casser les ghettos. Donc démolir et reconstruire dans les cités HLM pour faire de la mixité sociale, au nom donc d'un diagnostic qui est celui selon lequel ces quartiers seraient devenus des ghettos. Et donc le problème serait un problème de peuplement. Le problème serait celui de la concentration des pauvres et des minorités racisées dans ces quartiers. Et donc la solution serait de faire de la mixité sociale dans ces quartiers. Donc le projet initial, il a démarré à ce moment-là pendant l'écriture de la thèse, que j'ai soutenue il y a 10 ans, et puis il a continué par la suite, par la lecture de différents travaux, et puis par le fait que ce terme ghetto et ce diagnostic, il reste omniprésent en fait dans les débats publics, jusqu'à encore aujourd'hui, très récemment. Cette politique, elle fait un consensus très largement dans le champ politique, et c'est un cadrage qui me semble poser problème. Euh, en termes de politique publique. Voilà, donc le projet du livre, c'était de discuter de la réalité de ce constat à partir de travaux de sciences sociales. Sachant que ce terme ghetto, il fait par ailleurs débat en sociologie depuis au moins 40 ans, avec dans un premier temps des chercheuses et chercheurs qui rejettent la pertinence de ce terme en proposant donc une vraie définition solidement élaborée d'un point de vue théorique et qui la mettent à l'épreuve empiriquement à partir d'enquêtes et qui vont dans un premier temps, jusqu'au début des années 2000, défendre l'idée que l'idée selon laquelle il y aurait des ghettos est fausse. Et puis à partir des années 2000, d'autres sociologues vont au contraire défendre le concept de ghetto. En particulier, c'est le cas de Didier Lapeyronie, dont je discute beaucoup dans le livre, qui, avec un livre qui s'appelle Ghetto urbain, publié en 2008, fruit d'une longue enquête monographique, il défend l'idée que les quartiers populaires seraient devenus des ghettos, autour de deux idées. D'une part, ces quartiers seraient marqués par une ségrégation radicale. Les populations qui y vivent y vivraient contre leur gré, souhaiteraient vivre ailleurs, s'y trouveraient enfermées, sortiraient rarement du quartier, d'une part. Et d'autre part, cette ségrégation radicale donnerait lieu à des formes de vie sociale, de sous-culture, de normes sociales qui se développeraient localement et qui seraient non seulement radicalement différentes du reste de la société, mais qui seraient un peu, alors Didier Lapeyronie ne le formule pas comme ça, mais qui serait un peu une menace pour le reste de la société. Donc Didier Lapeyronie parle, pour décrire ces normes sociales, il parle de contre-monde. Et ce contre-monde, il le définit notamment par la culture de rue, l'économie informelle, la violence physique ou encore une forme radicale de sexisme qui serait à l'œuvre dans ces quartiers. Voilà, donc l'idée du livre, c'est de prendre au sérieux en fait cette thèse, cette théorie selon laquelle ces quartiers seraient des ghettos, en la mettant à l'épreuve d'un certain nombre de travaux, à la fois sur la ségrégation, sur les formes de vie sociale dans les cités, qui permettent de répondre à la question de savoir s'il existe ou pas des ghettos en France, et donc de savoir si les politiques publiques qu'on y mène sont ou non pertinentes dans le diagnostic sur lequel elles se fondent. Alors, la méthodologie de mon travail n'a pas reposé comme traditionnellement sur une enquête que j'aurais conduite. Alors, je m'appuie un peu sur l'enquête que j'ai conduite dans ma thèse notamment, mais l'idée c'est plutôt de proposer en fait une synthèse des travaux de sociologie des cités. En fait, il n'y a quasiment aucun livre, il y en a un seul mais qui est un peu ancien et qui n'est pas très complet, un seul livre de synthèse de sociologie des cités jusque-là. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer un ouvrage de synthèse pour donner à voir les travaux de sociologie des cités, avec un projet qui est double, qui à la fois en négatif vient déconstruire, défaire ce mythe du ghetto grâce à cet ensemble de travaux, et en positif vient aussi proposer à voir, à découvrir tout un tas de travaux d'enquêtes sociologiques qui sont vraiment passionnantes. Et on a de la chance parce qu'il y a tout un tas de territoires, d'espaces du monde social qui sont souvent invisibles, dont on parle peu, mais à l'inverse, les cités HLM, ce sont des espaces qui sont extrêmement scrutés
dans le champ politique, médiatique, mais aussi beaucoup par les sociologues. Donc on dispose d'un très grand nombre d'enquêtes, et donc le projet du livre, c'est aussi de donner à voir ces enquêtes, ou en tout cas une petite partie, et puis de donner envie d'aller lire plus en détail un certain nombre d'entre elles. Alors, de façon très simple, quand je parle de quartier populaire, il s'agit de décrire de façon relativement neutre, objective, descriptive, des espaces qui sont dominés par des catégories populaires, c'est-à-dire des membres des classes populaires qui sont situés dans notre société de classe, plutôt en bas de la hiérarchie sociale. Donc, ce terme quartier populaire, j'ai choisi ça pour titre du livre, pour déconstruire l'idée que les cités HLM seraient des espaces spécifiques, radicalement différents d'autres espaces populaires dans la France contemporaine, mais aussi dans l'histoire des quartiers populaires. Puisqu'il y a dans la sociologie en fait, des quartiers populaires, des cités HLM, il y a un raisonnement qui repose beaucoup sur l'idée qu'on serait passé d'un modèle passé qui est celui du quartier ouvrier traditionnel du début, milieu du XXe siècle, qu'on idéalise beaucoup, à la fois dans les débats publics, mais aussi chez une partie des sociologues, comme des espaces qui seraient des espaces alors à la fois très prolétarisés, marqués par une forme de pauvreté assez importante, mais aussi des espaces marqués par une très grande solidarité, une relative uniformité des conditions de vie, de grande solidarité à l'intérieur de la population, et aussi une forme de mobilisation très importante dans les luttes sociales, dans les luttes politiques. Donc cette représentation, elle repose notamment sur des grandes monographies de quartiers que je présente dans le livre, qui sont célèbres, en fait, qui sont des grands classiques en sociologie urbaine, mais en sociologie générale, qui sont des enquêtes extrêmement précieuses, mais qui, dans la manière dont elles ont été lues, servent en fait d'étalons nostalgiques, idéalisés, pour penser en négatif les quartiers contemporains. Et il y a un certain nombre de sociologues qui, dans les années 80-90, vont s'intéresser aux cités HLM et vont décrire ces cités comme l'envers négatif de ce quartier, de cette figure idéalisée du quartier ouvrier passé. Et donc on va décrire les cités HLM comme des espaces d'anomie, de désorganisation sociale, dans lesquels finalement les classes populaires auraient disparu et on aurait simplement de la rage, des formes de désorganisation, ce qui expliquerait les formes de violence urbaine, etc. Et de désespoir dans ces quartiers. Et ce sont les mêmes sociologues qui ensuite vont défendre l'idée que sur les ruines sociales de cet univers des années 80-90, ce serait progressivement construit ce contre-monde du ghetto, une réorganisation en fait, de la société qui ne serait plus du tout celle des classes populaires, mais celle d'un autre univers à part du reste du monde social. Voilà, donc l'idée, en parlant de quartier populaire, c'est au contraire de souligner, en s'appuyant sur un certain nombre de travaux, de souligner les continuités qu'il existe en réalité entre ce quartier ouvrier du passé et les quartiers populaires contemporains, et puis aussi de réinscrire, et ça c'est un point important, de réinscrire les cités HLM dans un continuum de situations résidentielles qui sont celles des classes populaires contemporaines, pour sortir d'une opposition un peu stérile entre d'un côté les cités et de l'autre côté les zones pavillonnaires. Alors le capital d'autochtonie, c'est un concept qui est issu de plusieurs travaux issus de la sociologie bourdieusienne, mais qui a été notamment théorisé par Jean-Noël Rothière dans un article de 2003. Donc quand il parle de capital d'autochtonie, il décrit ce qu'il appelle le capital du petit peuple intégré. Donc c'est un capital qui est surtout spécifique aux classes populaires. C'est un capital à la fois social et symbolique. Donc c'est un capital, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de tirer bénéfice de l'insertion dans des relations sociales, dans des réseaux de sociabilité locale, mais aussi d'une position spécifique occupée en haut de la hiérarchie de l'espace local. Et donc c'est un concept qui est extrêmement précieux parce qu'il permet de sortir d'une représentation homogénéisante des classes populaires et des quartiers populaires. Puisqu'en fait, il montre que dans les classes populaires, il y a aussi des hiérarchies locales, et que selon la place qu'on occupe dans cette hiérarchie, par exemple en fonction de son ancienneté familiale, locale, etc., on peut avoir accès à des ressources. Alors Jean-Noël Rothière, lui, travaille sur la question de l'accès aux positions politiques dans l'espace politique local, mais en fait il y a d'autres travaux qui travaillent sur
le rôle de ce capital d'autochtonie pour accéder à des emplois ou pour accéder à des logements, etc. Donc c'est un concept qui est extrêmement précieux pour faire éclater cette représentation un peu homogénéisante des classes populaires. Et puis il est extrêmement précieux aussi par ailleurs parce qu'il permet de souligner que la ségrégation peut produire des effets positifs pour les groupes subalternes. C'est vrai pour les classes populaires, mais c'est vrai pour les minorités raciales. Un certain degré de ségrégation, dans certains contextes, peut en fait, pour les populations qui sont dominantes dans l'espace local, peut offrir, en tout cas à une partie de la population locale, des ressources. Des ressources, par exemple, pour accéder à l'emploi, à un logement, etc. Et donc ça, c'est un point très important, ce concept-là, en lien avec tout un tas de travaux sur la question des effets de la ségrégation ou de la mixité sociale. Donc, en écho à ce concept et à ce travail de Jean-Noël Rothière, il y a tout un tas de travaux qui, depuis longtemps, en sociologie, interrogent l'idée préconçue selon laquelle la mixité sociale produit nécessairement toujours des effets positifs. Et il y a, selon les contextes, en réalité, l'absence de mixité peut offrir des ressources aux groupes subalternes dans certains contextes spécifiques. Voilà, donc ce concept, il vient contribuer à complexifier la lecture qu'on peut avoir du monde social et de la réalité des classes populaires. Alors, c'est une grille de lecture qui est extrêmement fréquente et assez puissante dans la manière dont on considère les classes populaires contemporaines. Donc, quand on parle de classes populaires dans la France contemporaine, c'est à peu près la moitié de la population. Ce sont les ouvriers, les employés, tout un tas de petites professions indépendantes aussi, artisans, petits commerçants, etc. Donc, c'est un groupe qui est assez vaste et qui est divisé par plusieurs lignes de clivage, notamment territoriales. Et donc, il y en a une de ces grilles, enfin, un de ces clivages qui s'impose dans la lecture qu'on a du monde social, c'est l'idée qu'on aurait d'un côté les classes populaires des cités et de l'autre les classes populaires des pavillons, ce qui englobe à la fois le milieu rural, mais aussi les espaces périurbains plutôt populaires. Alors, cette grille de lecture, elle correspond en partie à une réalité sociologique. Ce ne sont pas exactement les mêmes classes populaires qui sont situées dans ces espaces. L'histoire de ces différents espaces n'est pas exactement la même. Et on observe fréquemment des trajectoires, d'ailleurs, d'ascension sociale et résidentielle qui font passer des cités HLM dans les zones pavillonnaires du périurbain. Donc, ce clivage, il est en partie vrai. Mais il est seulement en partie vrai et on a tendance à le surestimer. Et c'est vraiment important de revenir là-dessus parce que c'est un des débats importants dans les débats politiques contemporains, des débats internes à la gauche, notamment autour de l'idée qu'il y aurait d'un côté la France des bourgs, de l'autre la France des tours, mais aussi des débats plus largement dans le champ politique, entre la droite d'un côté et avec elle l'extrême droite et de l'autre côté la gauche, hein, avec tout un ensemble de discours qui défendent l'idée qu'on aurait d'un côté des petits blancs, qui seraient les vrais pauvres, les vraies victimes de la mondialisation, qui seraient ceux du milieu rural et périurbain, qu'on aurait délaissés dans les politiques publiques, au profit des métropoles mondialisées, cosmopolites, pour reprendre la terminologie d'extrême droite, donc, qui seraient ces métropoles à la fois le territoire des élites économiques mais aussi intellectuelles, mais aussi ces territoires des cités HLM qu'on privilégierait, supposément, grâce aux politiques de la ville et aux investissements publics qu'on développerait dans ces quartiers. Alors cette idée, c'est une fausse idée en réalité quand on observe l'argent public dépensé dans ces quartiers-là. En fait, il y a moins d'argent par habitant dans les cités HLM qu'ailleurs, malgré en fait des politiques qui sont censées être prioritaires, comme les politiques de la ville ou les politiques scolaires qui reposent sur des zonages spécifiques. Voilà, donc cette idée, c'est une première idée qui est fausse. Et puis par ailleurs, l'idée d'un clivage radical en fait entre ces classes populaires des cités et ces classes populaires du périurbain ou du milieu rural, elle est fausse empiriquement, et c'est ce que montre un certain nombre de travaux qui, alors, pour mentionner que quelques arguments, mais j'en développe bien d'autres dans le livre, souligne notamment que en fait, les classes populaires contemporaines partagent une condition subalterne commune en fait, dans les relations de travail, dans le rapport à l'emploi. Donc ça, c'est un premier point commun qui est extrêmement puissant.
dans leur rapport aux chances de réussite scolaire, d'accès à l'emploi, aux revenus, etc., il y a aussi des logiques de reproduction sociale qui sont relativement homogènes et qui sont partagées par l'ensemble du groupe. Un autre point aussi qui est, je pense, assez important, c'est l'idée selon laquelle, qui est développée par un certain nombre de sociologues, hein, l'idée selon laquelle les petits blancs du périurbain développeraient une conscience de classe triangulaire. C'est une idée extrêmement importante hein, que défend Olivier Schwartz. Et il montre très bien que les classes populaires un peu stables de ces zones pavillonnaires développent une conscience de classe qui à la fois s'oppose aux élites économiques, aux classes supérieures, mais aussi aux plus petits que soi. À ces fractions inférieures des classes populaires, souvent racisées, qu'on accuse notamment hein, d'être des assistés, de bénéficier de l'État social, alors que soi-même, si on en est là où on en est, si on survit tant bien que mal, c'est parce qu'on travaille et qu'on défend la valeur travail. Donc ça, c'est un point très important pour comprendre, y compris les logiques racistes aujourd'hui au sein des classes populaires. Cela dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde à l'intérieur des cités HLM, cette même logique de conscience, enfin, qui renvoie à une conscience triangulaire, on la retrouve aussi à l'intérieur des cités HLM, avec cette logique qui consiste à se distinguer de plus petit que soi autour de la critique de l'assistanat. Et là aussi, c'est un point important, parce que ça montre bien que tous les discours contemporains sur de plus en plus omniprésents en fait, dans le débat public qui remettent en cause les assistés, les cas sociaux, etc., produisent des effets puissants en fait, sur la manière dont les membres des classes populaires se représentent leur place dans le monde social et fragilisent en fait, le sentiment d'unité de ces classes populaires. Donc là aussi, c'est un point important, un point commun important entre ces différentes fractions. Et puis pour finir, c'est important de souligner qu'il y a aussi d'autres lignes de clivage en fait, entre ces classes populaires. Il y a une ligne de clivage raciale qui ne recoupe pas en fait, uniquement cette logique territoriale. Parce que oui, dans les cités HLM, il y a une surreprésentation des minorités racisées, notamment des immigrés et de leurs enfants du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Mais en fait, la majorité de la population immigrée de ces régions du monde ne réside pas du tout dans les cités HLM. Elle réside ailleurs, et en particulier dans le monde rural et dans les espaces périurbains. Et puis enfin, pour apporter un dernier élément à la critique de cette opposition, il y a un point qui est essentiel aujourd'hui dans la sociologie des classes sociales, c'est le rôle que joue l'école en France dans les logiques de la reproduction sociale. Donc tout le monde, jusqu'en bas de l'échelle sociale, a intériorisé l'importance de l'école dans la réussite sociale. Dans l'accès à des positions sociales qui permettent de grimper un peu dans la hiérarchie sociale. Or, ce que montrent les enquêtes sur la sociologie du rapport à l'école et des trajectoires scolaires, c'est qu'en fait, s'il y a un clivage au sein des classes populaires, d'un point de vue territorial, il n'est pas tant en fait, entre les cités d'un côté et les pavillons de l'autre, mais plutôt entre, d'un côté, le milieu rural, où on fait des études plutôt courtes et professionnalisantes, donc dans le supérieur court, alors qu'à l'inverse, dans le périurbain et dans les cités, on fait plutôt des trajectoires un peu plus longues dans le supérieur général, notamment à l'université. Donc le clivage ici territorial, en fait, il recoupe des fractures qui ne sont pas forcément les plus intuitives, mais qui sont extrêmement structurantes en fait, dans le rapport à l'avenir et dans le rapport à l'institution scolaire. Alors la façon dont on pense les quartiers populaires français, elle est largement influencée par l'imaginaire des États-Unis. Dans l'imaginaire du sens commun, mais aussi dans celui qui est légué par les travaux de sociologie urbaine aux États-Unis. Et ici, il y a deux grandes figures en fait, qui sont très importantes. Il y a la figure du ghetto noir des États-Unis, qui a donné lieu à un certain nombre de travaux à partir du milieu du XXe siècle, d'une part. Et d'autre part, il y a les travaux de ce qu'on appelle l'école de Chicago, donc un ensemble en fait, de travaux qui se développent à l'université de Chicago à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, et qui proposent un modèle d'interprétation de la ville dynamique. Alors avant ça, il faut dire un élément important, c'est que si on parle de ghetto en France, donc on parle de ghetto pour les cités HLM à partir au moins des années 70. On le fait dans l'idée, sans doute très généreuse, de dénoncer la ségrégation. Donc quand on parle de ghetto, en fait, ça fait référence dans l'imaginaire collectif, d'une part au ghetto juif
des villes d'Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, où donc les nazis ont enfermé les juifs avant de les déporter quand ils n'étaient pas morts sur place avant leur déportation. D'une part, donc il y a cette image extrêmement négative de ces ghettos juifs des villes d'Europe de l'Est. Et puis l'autre image, c'est celle des ghettos noirs aux États-Unis, qui sont dans l'esprit de tout le monde en fait à ce moment-là, dans les années 70, puisqu'on est en plein mouvement des droits civiques aux États-Unis, à un moment où dans un moment de dénonciation très forte du racisme, de la ségrégation raciale, dans un contexte où la ségrégation raciale est extrêmement radicale. Donc, quand on parle de ghetto, il y a cette idée généreuse de dénoncer la ségrégation notamment raciale, avec donc deux images. Deux images qui en fait sont fausses. C'est des images qui sont un peu opposées quand on veut mesurer la ségrégation en France. La première, c'est celle du ghetto noir états-unien. Cette figure du ghetto noir états-unien, c'est une figure d'une ségrégation radicale. Donc le modèle, c'est celui de la ville de Chicago, précisément, au milieu du XXe siècle, où la majorité des Noirs de la ville sont regroupés dans le même quartier, un immense ghetto, et à l'intérieur même de ce quartier, la majorité de la population, 95% de la population, est noire. Donc on a une ségrégation binaire, en fait, quasiment l'intégralité de la population noire de l'agglomération est regroupée dans les mêmes quartiers. Quand on cherche à mesurer statistiquement la ségrégation en France, et maintenant il y a tout un tas de travaux qui permettent de le faire, avec des débats un peu méthodologiques qui sont importants, que je n'ai pas le temps d'exposer ici, mais le constat auquel on arrive, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette situation de configuration radicale, puisqu'en fait la majorité des minorités raciales résident dans des territoires qui ne sont pas les plus ségrégés, et qu'à l'intérieur même des cités, il existe toujours une forme de relative diversité, en réalité. Donc cette figure du ghetto noir, d'une ségrégation complètement radicale, elle est fausse. Et donc l'image qui est défendue par les tenants de la théorie du ghetto en France, d'une ségrégation radicale, l'idée que les gens seraient enfermés dans ces quartiers, elle ne tient pas empiriquement. Elle ne tient pas empiriquement aussi pour une autre raison qui est importante, c'est qu'il y a une forte mobilité, en réalité, dans ces quartiers. Donc quand on cherche à mesurer la mobilité résidentielle, les cités HLM, même si cette mobilité s'est un peu réduite au fil du temps, elle est malgré tout très forte. Donc il y a beaucoup de personnes qui en partent, en fait, et il y a beaucoup aussi de personnes qui s'y installent, et pour qui ça peut être aussi un moment de promotion, d'accès, notamment quand on accède au logement social, qu'on vient de l'étranger ou qu'on vient du parc privé insalubre, ou de la rue, c'est un moment de stabilisation importante. Donc cette idée-là, elle est importante. Il y a des mobilités très fortes qui font que ce modèle du ghetto noir du milieu du XXe siècle, il n'est pas du tout cohérent avec ce qu'on observe en France. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est dans une situation qui correspond à un deuxième modèle qui sert de référence? C'est précisément celui donc, de l'école de Chicago. Donc, l'école de Chicago a produit tout un ensemble de travaux, mais parmi ces travaux, il y a un modèle général qui est celui selon lequel la ville représente une forme de mosaïque avec des quartiers qui sont relativement typés, notamment par origine migratoire, dans un contexte, au fin 19e siècle, début 20e siècle, qui est celui de la croissance urbaine des villes états-uniennes, avec des vagues migratoires qui se succèdent. La grande thèse, en fait, une des grandes thèses de l'école de Chicago, c'est l'idée que ces regroupements d'immigrés, ce sont des étapes dans un processus d'intégration à la ville, et à la population et à la vie états-unienne. Et ce sont des étapes nécessaires. Donc, autrement dit, pour les immigrés, alors il y a une célèbre enquête de Louis Verse sur le ghetto juif, donc des juifs venus de pays d'Europe de l'Est, qui s'installent donc dans la ville de Chicago, dans le même quartier. Pour cette population, en fait, ce quartier représente un sas d'intégration à la vie sociale des États-Unis. Ils retrouvent ici des repères linguistiques, culturels qui leur permettent de s'acclimater progressivement. Et puis, au bout d'un certain temps, eux-mêmes ou leurs enfants vont quitter ce quartier pour accéder à d'autres quartiers plus mixtes, en même temps qu'ils vont monter dans la hiérarchie sociale. Donc ça, c'est un modèle qui est très important et que beaucoup de chercheurs en France ont en tête quand ils décrivent le rôle des cités HLM, avec l'idée que finalement, on a une succession de vagues migratoires depuis longtemps en France, et encore aujourd'hui, et finalement, en fait, chaque vague migratoire connaît finalement un processus similaire. Et ce modèle-là, il ne fonctionne pas non plus tout à fait, puisqu'en fait, ce qu'on constate, c'est que même s'il y a des mobilités importantes dans les cités HLM, ces mobilités, elles sont entravées, elles sont limitées. La planche, autrement dit, de ce sas d'intégration, elle est quand même pas mal savonnée
pour les minorités issues de l'ancien espace colonial. Et ça, c'est un point important, en fait. Et notamment, c'est ce que montrent des collègues comme Margot Delon, par exemple, qui a travaillé sur la comparaison entre les bidonvilles portugais et les bidonvilles algériens dans les années 70, et puis le destin de ces différentes populations. Elle montre que les destins ne sont pas les mêmes, notamment parce qu'il y a des freins à l'intégration sociale, économique, résidentielle, pour les populations de l'ancien espace colonial, parce qu'en fait, il y a des formes de racisme structurel qui persistent et qui limite en fait les chances d'accès notamment à des logements, mais aussi à l'emploi pour ces minorités. Bref, on a donc ces deux modèles, le ghetto noir avec une ségrégation radicale d'un côté, l'autre modèle qui est celui du ghetto juif de l'école de Chicago avec une forte mobilité et une intégration progressive. Et ben, la réalité se situe en fait un peu entre les deux, avec des spécificités voilà, que je ne peux pas développer ici, mais du coup je vous renvoie au livre, mais qui sont liées notamment au rôle des organismes HLM et des politiques de peuplement des organismes HLM dans le peuplement de ces quartiers. Alors, ça, c'est un point qui est essentiel. En fait, c'est un peu le cœur de mon livre et le cœur des théories du ghetto, en fait. Donc, les théories du ghetto, je l'ai dit tout à l'heure, elles reposent sur deux piliers. Il y aurait une ségrégation radicale, les gens seraient enfermés, donc bah, c'est pas tout à fait vrai, hein. En réalité, il y a beaucoup de mobilité, etc. Donc, le premier pilier, il est assez fragile. Mais le deuxième pilier, je pense qu'il est plus important de prendre le temps de le discuter, parce qu'en fait, il renvoie à tout un imaginaire selon lequel, dans ces quartiers, se développeraient en fait des formes de vie sociale qui produiraient pour les populations des effets négatifs. C'est l'idée que la ségrégation relative qui existe dans ces quartiers produirait en soi des effets négatifs. Et ça, c'est une question qui est centrale en sociologie et en sociologie urbaine, qui renvoie à ce qu'on appelle les effets de quartier. Les travaux sur les effets de quartier cherchent à répondre à la question suivante. Pour, par exemple, un enfant d'ouvrier immigré, est-ce que le fait de grandir dans un quartier pauvre et ségrégé du point de vue racial, ça diminue ses chances de réussite scolaire, socio-économique, d'accès à l'emploi, etc. sur le long terme, par rapport à la même personne qui grandirait dans un quartier socialement, c'est-à-dire du point de vue des classes sociales, mais aussi raciales, beaucoup plus mixte. Autrement dit, est-ce qu'en fait il y a un effet spatial propre qui est lié à la ségrégation? Donc là-dessus, il y a un très grand nombre de travaux à l'international, mais aussi en France, hein, qui cherchent à répondre à cette question. Et la réponse, elle n'est pas simple du tout, mais elle est cruciale. Alors, de ce point de vue, il faut distinguer au moins deux domaines. L'école et le travail. À l'école, on a un très très grand nombre de travaux qui le démontrent de façon indiscutable. C'est des travaux en France, mais à l'international. Hein. La mixité sociale produit des effets positifs sur la réussite des élèves. Dans les systèmes scolaires qui sont les plus ségrégatifs, alors ségrégation entre établissements scolaires ou à l'intérieur d'un même établissement entre les différentes classes ou les différents groupes, dès lors qu'on fait de la ségrégation, en fonction de l'origine sociale, socio-économique ou de l'origine raciale, on va diminuer le niveau moyen de l'ensemble des élèves et surtout, on va renforcer les inégalités en fonction de l'origine. Donc dans les systèmes ségrégatifs, le niveau est plus bas et par ailleurs, les inégalités liées à l'origine sont beaucoup plus fortes. Donc en France, on a un système qui est déjà très ségrégatif, en raison en partie de la ségrégation résidentielle, mais aussi de plus en plus du rôle que joue l'école privée en fait, dans la ségrégation scolaire. On a un système qui produit plutôt des effets négatifs. Et de ce point de vue, la récente réforme dite des groupes de besoins, mais qui est en fait une réforme des groupes de niveau, donc qui au collège instaure des groupes différenciés en fonction des niveaux dans certaines matières, notamment en français et en maths. Cette réforme, d'un point de vue scientifique, elle est absurde. Elle va à l'encontre de tous les résultats internationaux et français des connaissances scientifiques. Et alors, en sociologie, on ne se risque pas, en principe, à faire des pronostics sur l'avenir, mais il est fort probable que si cette réforme continue à être mise en œuvre, en fait, elle va contribuer à réduire encore le niveau scolaire moyen, sans bénéfice pour les élèves les plus performants, hein, d'ailleurs,
Et surtout, elle va renforcer les inégalités sociales d'origine. Donc, à l'école, on n'a aucun doute, la mixité sociale produit des effets positifs. Donc s'il y a un endroit où il faut vraiment lutter pour la mixité sociale, c'est à l'école, et là-dessus, il n'y a vraiment aucun doute. Quand il s'agit de la question du travail, de l'accès au travail, à l'emploi, et de la ségrégation résidentielle, les choses ne sont pas aussi nettes, elles ne sont pas aussi simples du tout. On constate bien que, alors toute chose égale par ailleurs, disons, pour quelqu'un qui grandit dans un quartier populaire, les chances d'accès à l'emploi sont un peu plus basses que pour la même personne grandissant ailleurs. La question, c'est celle des mécanismes. Qu'est-ce qui produit en fait cette moindre chance? Donc là, il y a tout un ensemble de théories. Il y a l'idée, par exemple, selon laquelle il y aurait des modèles de rôles sociaux dans le voisinage qui seraient positifs. Et donc, quand dans le voisinage, on n'a que des gens qui sont au chômage, on n'aurait pas de modèle de réussite, et donc on n'aurait pas, finalement, on ne serait pas inspiré pour travailler à l'école, pour aller chercher un emploi, etc. Bon, ces théories, elles tiennent pas la route, elles ne tiennent pas l'épreuve de l'enquête empirique. Autre théorie, il y a l'idée selon laquelle les réseaux de sociabilité dans les quartiers populaires seraient relativement pauvres, donc créeraient un capital social négatif, et que c'est ça qui expliquerait les faibles chances d'accès à l'emploi. Là encore, la démonstration de cette réalité n'est pas faite, puisqu'il y a aussi des ressources en fait, qu'on peut tirer de la proximité dans les quartiers populaires. Donc c'est ce que montre le concept de capital d'autochtonie, mais aussi des enquêtes qui montrent que dans les quartiers populaires, on a plus souvent un emploi grâce aux relations de voisinage qu'ailleurs. Donc c'est le cas dans les quartiers populaires, et puis il y a tout un tas de travaux à l'international qui montrent que la ségrégation ethno-raciale peut aussi produire des ressources en fait, pour les minorités dans l'accès à l'emploi, le commerce ethno-racial, etc. Donc cet argument-là, il ne fonctionne pas. Et en fait, le seul argument qui fonctionne, enfin, qui a été réellement démontré, c'est les discriminations à l'embauche. Donc ça, on a pu l'objectiver à partir des enquêtes par testing. Si vous venez d'un quartier prioritaire, vous avez moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche que si vous venez d'un autre quartier. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire avec le même type de patronyme, le même type de CV, etc. Voilà, donc il y a une enquête, par exemple, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui montre que si vous résidez dans tout le département de la Seine-Saint-Denis, vous avez 3 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche avec le même CV que si vous résidez dans un autre département de la région Île-de-France. Voilà, donc c'est le seul mécanisme qui est démontré. Autrement dit, et ça c'est vraiment un point important, l'idée selon laquelle dans ces quartiers se développeraient des normes sociales alternatives qui seraient, alors ça c'est pas ce que disent les sociologues, mais c'est une représentation courante, mais que on développerait des normes sociales qui seraient à distance de la valeur travail, qui développeraient des formes d'assistanat. Toutes ces théories, en fait, elles n'ont pas de validité empirique. Et il y a une enquête que je prends le temps de présenter dans le livre et qui est vraiment brillante de ce point de vue. C'est l'enquête du collectif Rosa Bonheur, qui repose sur une enquête assez longue, ethnographique, une enquête collective dans un quartier populaire de la ville de Roubaix. Et cette enquête, elle est vraiment passionnante et elle est vraiment lumineuse parce qu'elle montre que les gens travaillent. Donc elle montre que les gens travaillent dans ce quartier populaire, ils travaillent pour une partie importante parce qu'ils ont un emploi formel, salarié ou indépendant, pour une autre part parce qu'ils ont des emplois informels, notamment, donc ils prennent plusieurs exemples, comme par exemple les garages à ciel ouvert dans les rues, les garages automobiles, les coiffeurs à domicile, etc. Donc ils prennent ces exemples-là, et donc on travaille soit de façon formelle, soit de façon informelle, mais par ailleurs, en s'inspirant des travaux féministes, ce collectif de chercheuses et de chercheurs montre aussi que la population travaille en fait au quotidien. Ils font du travail gratuit, du travail domestique, mais aussi du travail de care, de prise en charge, de soins des uns et des autres. Donc il y a une continuité entre ces différentes formes de travail qui est très forte, et on passe de l'un à l'autre de façon assez fluide. Et par ailleurs, et surtout, c'est vraiment très important, un des résultats les plus importants de leur livre, ils disent non seulement les gens travaillent, mais par ailleurs, le travail, c'est une valeur au centre de ce qui fait le groupe et de ce qui fait les normes morales du groupe, ce qu'ils appellent l'économie morale. Les gens valorisent beaucoup le travail bien fait, la virtuosité dans les savoir-faire qui sont mis en œuvre dans le travail, le fait de travailler honnêtement, de bien travailler, ce sont des valeurs qui sont défendues par tout le monde et qui fondent aussi les hiérarchies dans l'espace local. Et donc cette enquête, elle permet parmi d'autres de déconstruire vraiment cette idée reçue selon laquelle dans ces quartiers se développeraient des formes de
de dépendance à l'assistance sociale, de refus de ce qu'on appelle la valeur travail, etc. Voilà, donc c'est une des enquêtes qui, parmi bien d'autres, permettent de, plus généralement, de déconstruire l'idée selon laquelle il y aurait un contre-monde alternatif, et on pourrait dire la même chose pour l'idée selon laquelle il y aurait un sexisme extraordinaire. C'est faux aussi empiriquement, tout un tas d'enquêtes le montrent très bien. Idem pour la violence physique, etc., etc.